là, mettez-vous où vous voulez, sans protocole. Et on va débattre ensemble. Je vais vous présenter donc Vivek Badrinath. Voilà, vous êtes présenté. Catherine Barba, Digital Factory, c'est ça, hein, Catherine Barba. Voilà, Digital Factory au cœur maintenant de l'empire, si on peut parler d'un empire, vente privée, et puis au cœur depuis maintenant très peu d'années, mais quand même, d'une réflexion profonde aujourd'hui sur ce qu'est le e-commerce et au-delà de la façon dont on traite le client de manière dématérialisée. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, c'est très bien dit. Voilà. Jean-Marc Vauquier, vous êtes, alors pour le coup, on va parler effectivement, grâce à vous, directeur général du pôle de compétitivité transactions électroniques sécurisées. Et on va parler très très largement de NFC, justement. Hein, Vivek Badrinath disait, on me pose la question, est-ce que c'est le moment d'investir? Oui, c'est le moment d'investir. Hein, c'est votre conviction, et je pense que Jean-Marc Vauquier, c'est absolument votre conviction. Éric Dos Santos, vous êtes président fondateur de Dimelo. Et Dimelo, c'est du social CRM, justement. On va être en plein dans le truc. Bonjour. Et puis Philippe Osser, associé chez Ernst & Young. Je vais commencer avec vous, Philippe Osser. Il faut toujours un associé Ernst & Young avec soi. Hein, j'ai peur là. C'est toujours très précieux. Là. Jamais s'éloigner d'un associé Ernst & Young. Et donc évidemment, vous avez réfléchi à l'ensemble de l'évolution de la relation client. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, et notamment dans ce que nous a dit tout à l'heure Andrew McClelland. Il disait, ce qui est assez formidable avec les nouvelles technologies et ce qui est en train de s'installer dans l'ensemble des canaux et dans le multicanal, c'est qu'on peut traquer le consommateur absolument partout. Ce que vous nous dites, vous, c'est que faites gaffe parce que c'est le consommateur lui aussi qui est en train de traquer la marque absolument partout, qui a peut-être un rapport de force qui s'est inversé à travers ce que vous appelez le consommateur caméléon. Racontez-moi ce qu'est le consommateur caméléon. Ah, tout à fait. Et puis pour une fois, on a évité de le dire nous, on a surtout essayé de le faire dire, et de le faire dire effectivement par les acteurs eux-mêmes, les consommateurs. Donc en fait, une bonne partie de mes propos va s'appuyer sur une étude qu'on vient de sortir, qui est une étude qu'on a menée auprès de 25 000 consommateurs dans 34 pays. Et qui est sorti il y a maintenant un mois et demi. Donc pour une fois, le consultant ne va pas enfoncer les portes ouvertes, il va surtout s'appuyer sur des avec tellement d'élégance en même temps. Mais bien sûr. Alors en fait, effectivement, pourquoi le consommateur est caméléon? Je vous donnerai quelques chiffres pour éclairer ça. En fait, il veut parfois un peu tout et puis un peu son contraire. Alors on va l'illustrer. Clairement, il est acquis qu'aujourd'hui, le canal de distribution par excellence, si on peut appeler ça canal, je pense qu'on va en discuter, c'est l'Internet. Enfin, plus personne ne discute. Dans le monde, il y a par exemple plus que 38% des consommateurs qui achètent majoritairement sur des magasins. Majoritairement, c'est-à-dire plus d'un achat sur deux. C'est 14% pour les 15-25 ans. Donc voilà, acquérir sur les nets, c'est acquis, voilà, c'est plus un sujet. Si on fait un petit zoom sur la France, un chiffre, en France, c'est 77% des Français qui achètent à distance, téléphone compris. Bon voilà, donc un point important. Alors on se dit, bon bah très bien, ça a dû forcément changer la relation client, ce dont on parle, le rapport par rapport aux biens qu'il achète, etc. Et puis, première surprise, quand on leur dit quels sont les facteurs déclenchants de votre achat, ils vous disent, alors vous allez voir, c'est assez massif, 89% c'est le prix et les conditions de livraison. Bon. Et 82% la garantie et le suivi. Et puis après, qui est en retrait, la marque 29%. Puis je suis désolé de le dire pour certains candidats, le développement durable 15%. Et vous dites très bien, le prix, les conditions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand même, fondamentalement, ce qu'a amené l'Internet, c'est la chasse à la bonne affaire, d'abord. Deuxième phénomène, c'est en plus je me renseigne. Et quand on leur demande ce qu'ils utilisent, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Et finalement, la vie des pairs virtuels compte maintenant plus que la vie de la marque elle-même. Bon, très bien, elle leur dit, on va creuser un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? À autre paradoxe, ils vous disent, c'est très bien, mais pour 59% d'entre eux, ils vous disent, mais ça ne remplace pas le contact physique. Donc attention, pour alerter tous nos amis dans la salle, je pense qu'il y aura des investissements humains à faire dans la relation client. Et puis quand on leur dit, et les réseaux sociaux, les entreprises, comment elles l'utilisent, ils vous disent, alors aussi massivement, à 82%, elles l'utilisent très mal. Voilà. Et alors, on n'a pas le temps de rentrer. Il y a quelques différences entre pays matures et pays émergents, mais pas tant que ça. Juste, par exemple, les pays émergents utilisent plus les réseaux sociaux que les pays matures. Alors, vous me dites pourquoi?
il y a derrière une petite question de démocratie. Voilà, le réseau social, les réseaux sociaux, dans les pays émergents, ça sonne quand même démocratie. Mais globalement, les tendances de fond, elles sont là. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Pour conclure, puis on y reviendra sur un certain nombre d'éléments. Bon, d'abord, on constate une chose, c'est que on est sorti finalement d'un diktat qui était un diktat de communication et de marketing de masse, à maintenant un consommateur, un acheteur qui a pris le pouvoir. Il veut avoir la décision, non pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir sur l'achat. C'est lui qui décide. Voilà. Et donc c'est très difficile. Et alors là, ça pose un certain nombre d'impacts. Et donc on va effectivement devoir basculer dans un rapport de force qui est différent. Alors après on se projette. Finalement on va peut-être un peu regretter l'ancien temps, parce que l'ancien temps c'était quoi? C'était notamment de la publicité qui passait dans des corridors, et puis tout le monde la subissait. On ne savait pas trop mesurer son efficacité, mais enfin, c'est quelque chose de classique. Là, ce qui se passe sur un réseau social, on ne sait pas. Mais pourquoi on devrait le regretter ? Parce qu'on ne sait pas s'organiser, on en parlera, mais gérer le réseau social, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis en plus, ce qui est terrible, c'est que ça se passe partout et tout le temps. Alors partout et tout le temps, ça c'est pour une entreprise aussi très compliqué. Enfin, j'avais le sentiment qu'on était sorti de cette... Mais Catherine, j'avais le sentiment qu'on était sorti de cette histoire de... Alors, les chiffres sont très impressionnants, effectivement, sur l'acte d'achat sur Internet, mais derrière, vous nous dites que c'est toujours... globalement la quête du prix, que c'est toujours, et là on arrive à ce qui vous fait hurler Catherine, c'est-à-dire l'idée que ce vers quoi on se dirige est le seul apport finalement pour nous au commerce de l'ensemble de ces nouvelles technologies, c'est une destruction de valeur. Ah très bien, d'abord je m'en voudrais de la faire hurler, ce serait pas bien. Et Vivek Badrinath nous disait, un consommateur engagé, c'est un consommateur qui dépense 25% de non, plus. Je pense qu'il faut le prendre différemment. Je pense que le prix, la qualité, les délais de livraison, c'est un postulat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un acteur qui compte... forcément le prix le plus bas. Non, mais le prix reste quand même une donnée fondamentale. Ça ne veut pas dire le prix le plus bas, mais vous devez justifier un prix plus élevé par, dans ce cas-là, une vraie différence. Et ça, c'est vrai, Philippe, mais aujourd'hui, on est quand même... Il y a une arrivée qu'on ne peut pas ignorer des marques et des distributeurs sur Internet qui est de plus en plus massive, de plus en plus généralisée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une marque, elle va se positionner sur le digital avec un prix différent de son réseau de distribution physique. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va la différencier par rapport à un site comme Vente Privée ou à d'autres? C'est pas le prix qui va être ma proposition de valeur première. Ça va être autre chose. Et cette autre chose, qu'est-ce que c'est? Vous savez, on parle de value for money. Qu'est-ce que je donne au consommateur de plus quand je ne suis pas le mieux disant sur le prix? Et c'est là qu'on reboucle avec notre sujet qui est la relation client. Absolument. Mais il y a peut-être deux choses qu'il faut un petit peu séparer, parce que là on parle du prix. Quand on parle du prix, on parle du distributeur, que ce soit en e-commerce ou en boutique. Mais si on prend l'exemple d'un appareil photo, citons deux marques Canon et Nikon par exemple, bon, tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, l'influence que peut avoir nos pairs et autres, vont se faire sur le choix de l'appareil. On va dire l'appareil Nikon 3100, et ensuite je chasse le prix. Ouais. Mais dans l'étude, il y a la chasse du prix pour trouver, mais c'est vrai qu'il est très très dur de mesurer, parce que les gens n'en parlent pas, ils le font sans s'en rendre compte, et heureusement. Qu'est-ce qui les a portés à acheter ce produit? Et là-dessus, les réseaux sociaux, nos pairs, l'influence va être très déterminante. Et bien sûr, Internet, pour reprendre ce que vous avez dit, va énormément influencer. Juste définir, parce que ça fait 2 fois que vous employez le terme nos pairs. Qu'est-ce que vous appelez nos pairs? C'est-à-dire ceux avec lesquels je suis en interaction régulière, ou ceux à qui je vais, sur cet achat-là, reconnaître une compétence particulière pour telle ou telle raison? Alors, je vais le dire en souriant. Il y a 20 ans, c'était notre beau-frère. Et puis, aujourd'hui, c'est celui qui a une compétence que l'on a reconnue dû à tous les billets qu'il a fait, dû à tous les remarques qu'il a fait à droite, à gauche, qu'on a vu 2-3 fois sur 2-3 forums différents, et on se dit, celui-là a le même usage que moi de mon appareil photo, ou de celui que je veux acheter, alors ça devient un influent pour moi, parce qu'il me ressemble dans l'usage qu'il fait, ou du type de photo qu'il fait. Et donc la marque doit être très très attentive à ce client-là très particulier, à cet individu très particulier, parce qu'il va servir de référence à l'ensemble des clients futurs. Au moment de ma recherche d'informations, moi client, je vais tomber sur lui, et il faut que la marque à ce moment-là soit attentive à ce que lui, au message qu'il diffuse. Voilà, et ce qu'on peut constater, c'est qu'il ne faut pas qu'elle le bombarde, qu'elle lui offre des appareils photo ou autres, mais il va falloir qu'elle l'abreuve d'informations. Il va falloir qu'elle lui donne des scoops. Il va falloir qu'elle lui fasse part d'informations complémentaires, qu'elle lui propose des expériences photographiques, on va dire, exceptionnelles. Et
tout simplement, et ensuite en reprenant du recul, et cet influent, qui pour lui n'est pas influent d'ailleurs dans 95% des cas, s'il n'est pas blogueur, va faire son boulot normal, c'est-à-dire de dire du bien, du mal des appareils, ou comment faire ceci, comment faire cela. Donc en gros, il faut le nourrir. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, hein. On ne l'achète pas celui-là. Ça aussi, on va peut-être regretter. C'est comme un journaliste, on ne l'achète pas celui-là. Non, tout à fait. Ça se discute. On ne l'achète pas avec de l'argent, mais on l'achète avec des expériences, ça c'est clair. On a eu un Lab Orange, voilà, c'est le sommet de la pyramide des clients engagés, c'est celui qui est tellement engagé qu'il donne vraiment de son temps à la marque. Mais en fait, il donne son temps, mais du moment qu'on lui donne des choses intéressantes à faire. Je vais me permettre, pour bien connaître le forum que vous avez cité tout à l'heure, je crois que votre World Champion sur le forum a répondu 5000 fois plusieurs années de suite, d'accord, chaque année, et dans 15 ou 20% des cas était le World Champion sur ses réponses, 5000 fois par an. Et cet homme conduit un train entre Paris et Lille tous les jours. On ne l'achète pas, ce gars-là. Mais il faut lui donner des informations. Et donc, ça veut dire qu'on se réconcilie sur l'idée, je vais vous donner la parole évidemment dans un instant, mais on se réconcilie donc sur l'idée, le prix oui, mais en fait c'est pas le prix le plus bas, c'est le prix justifié. C'est ça l'idée, hein? Oui, tout à fait. Et encore une fois, mais c'est tout un débat, je crois, qui est un peu actuel d'ailleurs, sur la qualité d'un sondage. J'entends ce que vous dites, mais encore une fois, 25 000 personnes vous disent les caractéristiques du produit, c'est 40% de mon choix. Et donc, il faut en tenir compte. Alors après, vous avez raison, ça ouvre des opportunités, tout ce qu'on vient de dire. Par exemple, c'est sûr que le marketing viral, c'est quelque chose de formidable, tout ce qu'on vient de dire sur utiliser les réseaux sociaux, mieux utiliser les blogs, etc. Ça ouvre des perspectives. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment trouvé la bonne voie. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette table ronde, c'est de trouver la nouvelle relation client, celle qui va faire la différence. Si on arrive à la trouver au terme de cette table ronde, je serais ravi. Catherine, un mot, et puis Jean-Marc Wauquiez, je vous donnerai la parole. Il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup, parce que là, on parle de produits qu'on peut comparer, puis finalement, on va essayer de prendre le bon rapport qualité-prix. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais sur un site e-commerce, par exemple, pour acheter des Converse ou des chaussures, il y a deux sites qui vendent exactement la même chose. Qu'est-ce qui va faire in fine que je vais choisir l'un ou l'autre? Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que c'est un peu de considération, juste l'accueil. Un site qui me sourit, un site qui me dit bonjour, un site dont je sens qu'il a de la considération pour moi. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de sites en tête là qui vous disent, dont vous vous dites, ce site, il m'a dit merci après mon achat, il m'a demandé si ça s'était bien passé, il m'a dit s'il y a un problème, Catherine, je serai là. Mais moi, c'est rarissime. Citez-moi un site dont vous vous dites qu'il est exemplaire en termes de qualité relationnelle. Là, je vous parle d'amour, attention. Non, mais c'est pas important pour vous, ça. C'est ça, et on n'est pas dans parce qu'on a l'impression d'une démarche froide d'un consommateur. Et c'est vrai que c'est pas ça qu'on cherche. L'un de ceux qui interagissent avec nous dit le consommateur est aujourd'hui un dictateur, voilà, ça va être comme ça, etc. Non, il est quand même sensible. Mais on l'est sensible à tout ça. Et aujourd'hui, je pense que pour moi, la relation client, tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, on est dans du cross-canal ou du no-canal, alors, parce qu'en fait, c'est pas tellement le canal qui compte, c'est la qualité de présence et de la cohérence que j'ai sur l'ensemble de ces canaux. C'est aujourd'hui, quelles sont les marques ou les enseignes qui vont m'apporter dans les parcours clients, à chaque moment clé, cette qualité relationnelle, cette considération. C'est assez d'où, je crois, le retour de l'humain qu'on citait. D'où le fait réseaux sociaux, oui, mais ça ne remplacera pas le contact humain. D'ailleurs, il ne faut peut-être pas le prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, d'avoir quelqu'un de l'autre côté, un expert qui aide, qui conseille, etc. Mais ça, même au-delà de ça, c'est quoi un site qui me sourit? Je suis désolée, je finis après, je parle plus. Un site qui, moi, c'est un truc qui m'intéresse dans la relation client. C'est quoi un site qui me sourit? Un site qui me parle gentiment? Est-ce que ça passe par quoi? Parce que c'est pas comme dans un magasin physique. Alors, ça passe par quoi, Catherine? Je sais pas. Vous savez, c'est votre boulot, donc. Allez, c'est mon boulot. Non, mais c'est mon boulot de consommatrice en tout cas. Ça passe déjà par de l'écoute. Pour aimer quelqu'un, il faut l'écouter. Déjà, ça c'est bien. Et ensuite, ça passe par des interactions. Oui, mais bien gérées, parce qu'une mauvaise interaction, ça va très très mal. Alors, c'est quoi une interaction? C'est une Alors, parole? attendez, on va y aller sur les interactions. Après, mais Jean-Marc Wauquiez, je voulais votre. Ah, mais oui, bien sûr, c'est passionnant. Allez-y, Jean-Marc. Moi, en préparant la plénière, j'ai essayé de trouver une définition. Alors, je ne sais pas si elle est bonne, mais ce que c'est qu'un consommateur mobile. Moi, je pense que c'est un consommateur à qui on a donné une capacité d'interaction avec son environnement extrêmement importante. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on lui a mis un PC entre les mains, on lui a mis un PC extrêmement important, je veux dire très puissant. Je veux dire, non seulement ça va lui permettre de comparer des prix, travers le mobile, on a basculé sur le mobile.
là. Exactement. D'accord. Le PC, c'est presque has-been. Bon, c'est fini. Donc on est sur le mobile. On est sur le mobile. Et avec ce mobile, vous allez pouvoir comparer les prix. Oui. Vous n'avez qu'à regarder Leclerc aujourd'hui qui fait de la pub avec son comparateur des prix, mais vous allez pouvoir surtout aller chercher de l'information. Imaginez que vous rentrez dans une grande surface demain. Ok, vous rentrez avec votre mobile. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ce mobile, vous êtes coupé de l'information. C'est le distributeur ou c'est la marque qui vous prend en charge. Demain, vous rentrez avec votre mobile. Au moment où vous allez acheter un produit, vous allez vous renseigner sur la qualité du produit. Il va falloir qu'on m'explique comment un distributeur et comment un fabricant va pouvoir arriver à gérer ça. Et je pense que des ruptures de consommation de ce type-là, il va y en avoir énormément. C'est vrai ça, Jean-Marc Wauquiez, parce que dans le réel, là, on a tous en tête peut-être la pub page jaune qui passe en ce moment, par exemple, que je trouve absolument formidable, qui passe sur BFM TV, évidemment, et sur BFM Business. Et on voit le type, il est en train de courir, il y a des types qui le poursuivent, et puis il est en train de gérer sur son mobile, comme ça, avec son site page jaune, le truc qui va faire qu'il va pouvoir tomber sur le trampoline et en foutre plein la vue. La question, c'est que ça marche pas. La question, c'est que je vais arriver devant le produit. D'abord, j'ai pas tout à fait le temps quand même, j'ai pas que ça à faire. Et puis, il n'y a pas assez de réseau. Et puis, la page, elle va mettre du temps à s'afficher. Et puis, c'est quand même ça, le quotidien de ce qu'on vit aujourd'hui. Et rappelez-vous, j'ai l'impression que je revis en vous écoutant ce que je vivais au début du web. On disait les pages mettent longtemps à s'afficher, c'est long, ça n'arrive pas. Je vivais que ça va s'afficher vite. Je c'est votre boulot, pour le coup. Là, on fait tout ce qu'il faut pour que les comparateurs marchent et qu'ils soient rapides. Mais il va falloir qu'on paye quand même. Best Buy, les déboires de Best Buy de ces dernières semaines, il y a au moins une phrase qui ressort à chaque fois, c'est mince, les clients viennent dans le magasin avec leur iPad, ils comparent, ils touchent, ils repartent. Et donc la transparence du prix, c'est un vrai sujet. Ça a été un vrai sujet pour Best Buy. Donc je crois qu'on n'est pas dans le virtuel là. Si je peux vous donner quelques éléments, toujours ramener à des chiffres, je suis désolé, on ne se refait pas non plus. Quand même un point. Le panier moyen sur l'Internet aujourd'hui, c'est 100 € à peu près. Le panier moyen en magasin, de mémoire, 129 €. Le panier moyen sur l'Internet mobile, c'est 46 €. D'accord ? Et qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Je suis désolé, ça n'est pas le même usage. Encore aujourd'hui, ça changera peut-être. C'est en croissance quand même, non ? Oui, c'est bien sûr. Grave, Philippe. Mais probablement, encore une fois, on est sur des mouvements et sur des choses qui vont arriver. On a une projection, on est aujourd'hui quand même encore sur 63% d'achats canal physique. 2015, inverse, 67% sur l'Internet, le téléphone, etc., etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate quand même au travers de cette étude ? L'Internet, le PC que vous jugez has-been, et qui probablement l'est, et dans lequel on peut aussi mettre la tablette, c'est le canal d'acquisition par excellence. C'est celui sur lequel vous vous faites connaître aujourd'hui. Pour combien de temps ? Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui. Vous savez, moi je suis pragmatique, j'ai pied dans le sol, là je regarde déjà ce qui se passe. Puis après, comme disait le président Pompidou, c'est toujours difficile de faire des prévisions, surtout quand on parle du futur. Donc on va rester un peu dans le présent. Voilà, aujourd'hui, c'est le canal d'acquisition par excellence. C'est celui sur lequel, si on parle de la stratégie, relation client, marque et tout, il faut mettre un peu le paquet. Le mobile, c'est vraiment le canal pour lequel la fidélisation va être le point clé. Et vous avez raison, les aspects de promotion. Ça veut dire quoi ? Le mobile, c'est quoi aujourd'hui ? C'est quelque chose qui vous affranchit de la contrainte du temps et de l'espace, mais aussi, c'est quand même, ça reste une contrainte. Donc, c'est des ventes flash, des choses qui sont quelque part des ventes non impliquantes. C'est ça aujourd'hui l'Internet mobile. D'où 46 € de panier moyen. Non mais je reviendrai là, je reviens 2 minutes sur ce que vous avez dit. Ça fonctionne aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'animer une centaine d'entreprises, dans lesquelles il y a aussi Orange. Je veux dire, toutes ces technologies sont prêtes. Maintenant, elles attendent des usages. Ouais. Et les usages, en général, c'est une combinatoire de facteurs. C'est pas uniquement de la techno. C'est tout d'un coup, il y a une sociologie de consommation qui change. Tout d'un coup, il y a un facteur qui change, et ça se répand à une vitesse absolument incroyable. Alors, est-ce que, attendez, j'ai juste une question, puis je vous laisse repartir. Est-ce que, parce qu'on est parti sur le mobile, et de toute façon, je voulais y aller. Est-ce que le mobile change tout à la relation client ? Tout. La question, c'est tout. Tout. Ça change tout. Tout ou pas ? Alors, en coulisses, on en a parlé un petit peu avec Jean-Marc. On va partir du principe qu'il y a du bon réseau, et on remercie monsieur de nous avoir remis un bon réseau. Je vais vous parler de sujets dont on discute avec certaines marques. Nous, on est plus côté de la marque que du côté du distributeur. La grande différence, c'est que le distributeur, bien sûr, le prix est important. Okay, la marque, il doit se battre contre une autre marque. D'accord ? J'essaye de faire la différence entre la marque qui se bat contre les autres marques et le distributeur sur le prix par rapport aux autres distributeurs. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, vous avez certaines marques qui ne rencontrent jamais leurs consommateurs. Si on prend les produits agroalimentaires, quel que ce soit, vous rencontrez jamais Monsieur Evian ou Monsieur Autre. Donc, ils balancent de la publicité à la télévision, ils font quelques Facebook fanpage et puis après, tout se passe dans le linéaire. Là, on se rend compte que le mobile, pour défendre Jean-Marc, peut avoir une énorme importance. Votre eau préférée n'est pas dans le rayon. Bien sûr. Dessus, c'est marqué appel vendeur. Vous savez, il y avait le bouton. Ça n'existe plus. Et ben, ça va être tweeté pour reconditionner le linéaire. Tweeter et aller à la boucherie et vous aurez de nouveau votre eau préférée. Mais on peut dire que c'est l'usage des réseaux sociaux en mobilité. Donc, mais ça, c'est très difficile pour une marque de faire ça, parce qu'elle connaît parfaitement ses consommateurs, mais alors elle n'a pas du tout l'habitude de leur parler, encore moins de les facturer et encore moins de les livrer, mais si je pense à l'e-commerce. Oui, mais à partir du moment où la personne, si elle n'a pas son eau, elle n'a pas son yaourt, elle prend celui du concurrent et elle se fidélise, vous vous rendez compte la gravité du geste? Alors si c'est marqué tweeté, Facebooké pour être réapprovisionné dans 3 minutes, le temps que vous alliez je sais pas, acheter du pain ou n'importe où, on est sur des véritables usages héroïstes. Parce que vous vendez vos 6 bouteilles ou vos 8 yaourts et vous évitez surtout que les gens aillent à la concurrence et se fidélisent à la concurrence. Mais ça veut dire, Éric Dos Santos, parce que ça peut aller même au-delà de... Alors, on vous citait Evian et on se rend bien compte que de toute façon, ils doivent être au contact du consommateur. Mais même au-delà, c'est-à-dire plus aucune marque, et j'ai pensé à dire plus aucun process industriel aujourd'hui ne doit penser qu'il est loin du consommateur, qu'il est à l'abri du consommateur. L'ensemble aujourd'hui de ce que vous nous dites là fait qu'il est tout de suite là, tout de suite à la sortie de l'usine. C'est ça la révolution. Avec un beau réseau, avec un beau mobile et comme l'a dit Jean-Marc, avec vous avez des usages malins. Vous avez vu ce qu'on a dit, réapprovisionner un linéaire. On n'est pas dans dans les hautes sphères. On est simplement dans le métier de base du distributeur. Et ben, je crois qu'avec l'ensemble des trois, le tuyau, le device et puis l'application, on arrive à faire des choses qui sont très faciles à mettre en place et en plus très rentables rapidement. Non, je crois que cette proximité du client individuel, ce qui permet justement de lui montrer de l'amour, de lui montrer de l'affection, de lui montrer de suivre son parcours, c'est d'abord le fait qu'on a enfin des identités assez solides, celle du mobile, ou même sur le PC, des cookies, ça suffit dans un certain nombre de cas. Ça permet de suivre le client individuellement. C'est comme ça qu'on crée cet engagement. Cet engagement dont on dit depuis le début qu'il est dans les deux sens. Que les clients engagés, ils vont s'intéresser aux marques. D'autre part, les marques intelligentes s'intéressent aux clients engagés. S'il y a une clé qui permet de débloquer ça, c'est le fait qu'on suit le client, qu'on arrive à gérer son identité et que cette gestion n'est plus un monstre. C'était dans le temps, gérer des cartes de fidélité, c'était un poste de dépense, quoi. Aujourd'hui, c'est un des morceaux du flux d'informations qu'on traite au quotidien. Juste un mot, mais vraiment juste un mot, Vivek. Andrew McClelland insistait sur le fait qu'une nouvelle législation était en train de se mettre en place, que le cookie, il allait falloir maintenant le consentement réel du consommateur pour pouvoir l'installer sur son device, que Yahoo, par exemple, a mis en place tout récemment, là, un bouton « Don't track me », où justement, est-ce que ça va modifier un petit peu les choses pour vous? Est-ce que ça peut le faire, mais ça ne le fera pas pour les marques la confiance est à deux faces. Ouais. Sur une marque en laquelle j'ai confiance et pour laquelle j'estime que la valeur qui va m'être donnée par le fait que je m'identifie va être grande, je vais dire oui, je vais faire mon opt-in. Je vais dire suivez-moi et d'ailleurs localisez-moi parce que ça peut m'arranger de savoir quels sont les bons restos que j'aime à côté de là où je passe. Donc, mais il faut une vraie relation de confiance. Et donc là, la relation de confiance, c'est un prérequis. C'est pas. Il faut avoir envie de travailler avec cette marque. Allez. Juste un mot. Je pense qu'il y a un point sur lequel on va tous être d'accord, c'est qu'il faut revoir le parcours client de fond en comble. Ça va mettre 6 mois, ça va mettre 5 ans, ça va mettre 10 ans, mais je pense qu'on ne le reconnaîtra pas dans 5 ans. Et il démarre où alors? Non, mais c'est pas si long de refaire un parcours client. En réalité, ce qui est important, c'est de mettre en regard le parcours. Quand on est un distributeur ou une marque, là je travaille avec un distributeur là-dessus, j'y pense, il a des magasins et il a un site e-commerce, une appli, et en fait on est en train d'écrire chaque étape du parcours client. C'est tout bête, j'arrive dans le magasin, je demande une information, je mets dans mon panier, on me demande si tout va bien. Pareil en ligne, et l'idée, ce qu'on est en train de faire, c'est assez intéressant, la méthode, c'est qu'on est en train d'identifier les moments clés. Vous savez, c'est ce moment-là où quand la relation se fait pas, non seulement on ne revient plus jamais, mais en plus on est un mauvais promoteur de la marque. Donc on regarde à chaque étape. Exemple de moment clé, Catherine? Le moment clé pour l'achat en ligne, c'est l'accueil tout simplement sur le site. J'ai déjà acheté 10 fois sur un site et on ne me reconnaît pas, on ne me dit pas bonjour Catherine. Je suis sensible au bonjour. Oui, c'est très clair. Et on ne me dit pas si j'ai acheté des steaks hachés, j'ai pas une promo ou un produit complémentaire. Je me dis mais c'est pas vrai. La reconnaissance, c'est important. En plus aujourd'hui on a tous les outils pour faire du one-to-one. C'était un fantasme il y a 15 ans quand on a commencé. Aujourd'hui c'est vrai, on
peut le faire. Mais on ne le fait que si on est sensible. C'est un état d'esprit, la relation client, quoi. C'est un état d'esprit. Moi, je suis frappée. Il y a très peu de sociétés qui ont cette empathie-là, quoi. Qui ont cette empathie et multicanal, pas en silo. Tiens, il y a les gars du web, ils sont très forts en empathie. Alors sur le magasin, un peu moins. Qui me donnera demain une cohérence sur l'ensemble des points de contact? Et pour faire ça, vous avez raison, il faut revoir les parcours. Et puis après, à chaque étape, il faut dire que ressent le client. Je me mets vous pouvez le faire chez vous en rentrant. Je ne sais pas si vous avez des magasins ou bien des sites e-commerce. Vous faites le parcours client dans tous les écrans, par exemple, et vous vous dites à chaque étape, je me mets à la place du client. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'attends? Et qu'est-ce qui pourrait gâcher mon rêve? Ça, c'est quoi l'irritant là? Typiquement, la page d'accueil, on ne me reconnaît pas. Ou le site plante. Bon, ça, c'est technique. Mais voilà, c'est très simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Catherine, j'adore ce que vous dites parce que, en plus, c'est vrai, je suis régulièrement, normalement, le samedi matin à Pont-Audemer, qui est le petit Venise de Normandie. Je fais un peu de publicité pour la région. Le petit Venise. Le petit Venise. Il faut aller jusqu'à là. Quand on a le micro, il faut aller jusqu'à là. Et entre autres, j'adore aller dans les boutiques Orange. Et il y a une boutique Orange et une boutique SFR. C'est trop beau pour être vrai, ça. Il y a la boutique Orange et la boutique SFR pour ceux qui connaissent. Ça, il ne s'achète pas, le client. Et la chose qui est importante et que l'on regarde, on essaye de voir qu'est-ce qui marche dans une boutique. C'est-à-dire qu'on essaye de voir les relations humaines qui marchent. Mais vraiment, c'est-à-dire le vendeur et puis moi-même ou les gens, comment ils sont traités, quand ils ramènent une Lightbox, quand ils viennent pour acheter une coque ou quand ils viennent parce qu'ils ne savent pas du tout quel opérateur, quel téléphone. Et ce qu'on essaye de voir et ce qu'on essaye de faire sur les médias sociaux qui sont Facebook et Twitter, c'est ce qui marche dans la vie en vrai. À partir du moment où, comme vous dites, quand vous rentrez dans une boutique, on ne vous dit pas bonjour ou qu'on ne reconnaisse pas, tiens, comment c'était la bouteille de vin que vous avez acheté l'autre fois avec le fromage que je vous ai vendu. Si vous arrivez à refaire ça sur les médias sociaux, d'accord, c'est le super vendeur dont on a rêvé ou que l'on a et qu'on lâche plus à la puissance 10 000 parce que c'est lisible par tout le monde et c'est lisible par 100 000 fans, par 200 000 fans. Vous voulez dire un mot parce qu'il faut qu'on aille sur les médias sociaux et sur le NFC. Allez-y. C'est tout à fait la démarche parcours client qu'on essaie de mener avec nos clients en essayant de se dire la proximité de l'outil par rapport au client, elle dépend du moment de l'intensité d'émotion. C'est-à-dire que le paiement, c'est un moment où on a envie d'être... Oui, c'est un moment stressant. C'est est-ce que je vais faire une bêtise, est-ce que je vais surpayer? Là, le côté rassurant du site, de l'expérience, il faut le travailler absolument à ce moment-là. Et je crois que c'est là-dessus, sur ces moments magiques, qu'on a vraiment un travail à faire. Oui, enfin, allez-y, je ne peux pas vous empêcher. Mais il y a deux questions encore quand même, et le temps tourne très vite. Est-ce que, sur l'ensemble de ces canaux, alors no canal, pluricanal, multicanal, sauf que Andrew McClelland nous disait tout à l'heure, essayer de vendre sur Facebook, c'est finalement vendre un tapis dans un pub. C'est-à-dire, est-ce que l'ensemble de ces lieux où la marque doit être présente sont des lieux de vente ? Ou est-ce qu'il y a des lieux où on doit se dire non, ça n'est pas un lieu de vente? Non, mais ça, c'est ce qu'on disait. Il suffit d'observer, en fait. Je regarde comment se comportent mes clients. Mais vous êtes d'accord, vendre sur Facebook, c'est essayer de vendre un tapis dans un pub? Je ne sais pas, vous avez déjà acheté sur Facebook, vous? Non, mais c'est intéressant, on ne voit pas. Mais qui a déjà acheté sur Facebook? Il y a peu de sites, il y a peu de sites aujourd'hui de F-commerce aussi, je veux dire. Bon. Non, mais... Mais pour bien répondre à votre question vous êtes plutôt d'accord avec ça, visiblement. Moi, totalement. Enfin, c'est ce qu'on constate. Les réseaux sociaux ne sont pas aujourd'hui considérés comme des lieux de vente. Voilà. Ce sont des lieux d'influence. Ils le seront un jour ou pas? Je ne suis pas sûr. Je pense que si les réseaux sociaux devenaient trop des lieux de vente, ils perdraient quand même leur premier atout et leur premier attrait. Et je rebondissais sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Oui, cookies et tout, etc. Faites attention, ça fait partie des paradoxes du consommateur. Il voudrait qu'on le serve de la façon la plus précise, la plus identifiée de façon la plus précise, mais pour autant il veut qu'on respecte sa vie privée et sa gestion du tact. Et ça devient compliqué à gérer. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais juste qu'on a quand même tous tendance à ne pas se mettre suffisamment souvent dans le siège du consommateur. C'est-à-dire, moi, je pense que les grosses surprises, elles ne vont pas venir des entreprises ni de la gestion de leur marque sur les réseaux sociaux. Elles vont venir des comportements de consommation qu'on n'avait pas prévus. Oui. C'est juste ce que je voulais ajouter. C'est pour ça qu'on parle des consommateurs. C'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui va être championne demain en commerce parce qu'elle se sera mise à la place de son client et les autres. Et il y a un autre sujet, je ne sais pas Stéphane si on va en parler après. Il y a évidemment l'empathie client, mais c'est aussi une question d'organisation
d'entreprise, quoi. Parce que la relation client du digital en multicanal, waouh, ça change tout. Allons-y. Parlons de l'organisation de l'entreprise. À qui appartient la relation client? Je vais vous prendre l'exemple d'une banque. Elles sont assez exposées quand même, notamment sur les réseaux sociaux. Je sors d'une agence bancaire à Argentan-sur-Creuse. Je suis furieux. On m'a refusé mon crédit. Je suis absolument furieux. Et comme j'ai mon mobile, je vais m'exprimer en état furieux. Avant, j'avais pas mon mobile. Donc j'allais me calmer le temps de rentrer chez moi. Non, là, je suis furieux. Et donc, je vais dire, cette banque, vraiment, ils m'ont traité. C'est impossible de traiter les gens comme ça. Et je vais même employer des gros mots. Et comme c'est une banque, comme elle est très exposée, boum, c'est parti. Et mon tweet ou mon message, il va devenir 1000 tweets, 10 000 tweets. Paf, le CRM qui s'affole. Qu'est-ce qui se passe? Le community manager, qu'est-ce qui se passe? Le type à Argentan-sur-Creuse qui a refusé le crédit, il sait très bien pourquoi il a refusé. Non, il est pas mal. Il veut pas vous prendre au téléphone parce que c'est un mauvais coucheur, etc. À qui elle appartient la relation client? Ça, c'est une vraie question, ça. Mais je pense que c'est peut-être une opportunité pour cette fameuse banque. Argentan-sur-Creuse. Alors, imaginons qu'elle soit bien organisée, qu'elle ait mis en place des choses intéressantes. D'accord? Elle va repérer votre mécontentement. Ça, je dirais que c'est vraiment très facile. Tout le monde sait le faire. Et puis ensuite, la première chose qu'elle doit faire, c'est prendre en charge votre requête, c'est-à-dire votre mécontentement. Et alors, ça va pas être le gars de votre agence parce que lui, il est cuit. Et puis, globalement, il a fait son boulot. S'il a refusé, c'est qu'il y avait des raisons. Évidemment. Donc, il faut que vous soyez pris en charge par quelqu'un qui a de la notoriété dans la banque, dans son domaine, et qui vous dise mon cher monsieur, je vais vous rencontrer, je vais réétudier, et le cas échéant, je vais vous expliquer en long, en large. Et cette conversation, tout en restant bien sûr discret sur le refus, ils vont expliquer à la terre entière comment fonctionne un crédit, que ce soit la consommation, immobilier ou tout ce que vous voulez, et puis que des fois, voilà, on est obligé de faire ceci, cela. Et globalement, vous leur avez donné j'allais dire un gros mot, une fichue opportunité de faire de la pédagogie sur c'est quoi un crédit immobilier et quels sont les critères. D'accord ? Je pense que ça doit coûter 2-3 000 euros la prise en charge de votre requête, et par rapport à un buzz négatif que l'on ne traite pas ou par rapport à une publicité à la télévision sur BFM, je crois que c'est rien. Et strictement qui rien. Qui répond alors Il faut, je pense, un expert, quelqu'un qui a un sens des réseaux sociaux et un sens de la pédagogie. Un vrai community manager? Non, un vrai communicant, un community manager. Pour moi, malheureusement, ça met un nom sur un gars qu'on connaît pas trop, et voilà. Non, quelqu'un, un cadre ou cadre sup de l'entreprise. Oui, mais il a cadre sup, il a pas que ça à faire. Il a du boulot lui aussi. S'il est cadre sup de l'entreprise. Vous savez, si ça correspond, je sais pas, à un programme de communication de quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, ça vaut le coup de mettre un cadre ou un cadre sup. Bon. Et moi, je pense que le drame est plus, c'est plus grave que ça, docteur. Je pense que là, on est en train de travailler sur une relation client qui se transforme, qui est difficile à appréhender dans cet environnement, entre autres de réseaux sociaux. Elle peut être coupée aussi extrêmement brutalement, la relation client dans le monde de la banque. Faire une petite parenthèse sur un sujet qui me tient à cœur, qui sont les moyens de paiement. Eh ben, on allait y aller de toute façon. Voilà. Allez-y. Là, on a une rupture incroyable dans la relation client qui est en train de se produire. Je pense qu'on n'en a pas pris la dimension. Alors, on dit d'un mot quand même votre pôle de compétitivité, parce qu'il faut Avec plaisir. Présentons-le d'un mot. Absolument. Il s'occupe justement de l'ensemble aujourd'hui de ces moyens de paiement et de quoi? Dématérialisation. On travaille aujourd'hui, le pôle réunit une centaine d'entreprises qui travaillent essentiellement sur tout ce qui est technologie mobile, moyens de paiement, c'est-à-dire toutes les technologies qui viennent de la carte à puce, après la carte SIM et sur tous ces sujets-là. Et le troisième, c'est la confiance numérique, qui est aussi un sujet qui n'est pas forcément évoqué dans cette plénière, mais qui est aussi très important, quoi. Et donc les moyens de paiement, ça fait longtemps qu'on les suit au niveau de pôle de compétitivité, ça doit faire à peu près 20 ans. Et alors, où se passe la rupture alors en ce moment? La rupture, c'est typique de ce que j'appelle une combinatoire de facteurs. Alors pour parler clair, c'est une technologie mobile aujourd'hui qui permet de sécuriser la transaction aussi bien que vous pouviez le faire avec une carte bancaire. C'est une sociologie des paiements qui est en train de changer. Je pense que vos enfants, les miens, ne se comportent pas pareil que nos parents ou nos grands-parents. C'est-à-dire qu'ils font autant confiance à Apple que la BNP quand ils bouclent à tort ou à raison, mais en tous les cas, c'est le cas. Et il y a la sociologie, technologie, j'en oublie. Voilà, bref. Globalement, l'idée aussi quand même, et on va retomber sur le mobile, l'idée que va changer le fait, vous travaillez sur la NFC, vous travaillez sur l'idée que à travers cette NFC, énormément d'informations vont être diffusées, vont remonter, etc. Qu'est-ce que ça va changer, ça, la relation client, justement? Alors encore une fois, quand j'avais préparé la plénière, je me suis dit finalement, un consommateur mobile, il interagit avec son environnement de deux façons.
avec le web mobile, c'est-à-dire qu'il est online, mais il peut aussi s'interfacer avec le monde réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va vouloir accéder à un service. Donc physiquement, vous allez rapprocher votre téléphone ou votre mobile d'une borne qui va vous permettre d'accéder à ce service. Donc là, vous n'êtes pas violé parce qu'on ne vous a pas dit préalablement t'as un bon de réduction, un truc, un machin. C'est au moment où vous le décidez, vous allez accéder à ce service. Et ça, c'est quelque chose de considérable. Voilà. Ça, il y a une vraie rupture. Alors ça commence par le paiement. Quand on va avoir tiré toute la ficelle, vous allez voir que ça va énormément changer de choses. Et la dématérialisation totale du paiement. J'ai même plus une carte, j'ai même plus. Ça va vraiment être un. Enfin, j'imagine, hein, ça va être. Mais ça, c'est fait. Ça, dématérialisé au possible. Ça change quelque chose, ça, dans la transaction, dans la façon dont. Non, mais encore une fois, la technologie, c'est bon, ça fonctionne. Oui, c'est dans moi ma psychologie de client. Quand vous allez voir débouler Google, parce que je pense qu'ils vont nous tomber dessus sur le sujet, je veux dire, ils vont interfacer, ils vont désintermédier la relation client. Demandez à un grand distributeur aujourd'hui comment il perçoit l'arrivée de Google. Si c'est Google qui maîtrise le moyen de paiement, il va pas. C'est pas tellement le paiement lui-même, c'est qu'il va capter un nombre d'informations absolument considérable sur votre comportement de consommation. Et c'est ça qui va valoriser. On peut imaginer dans un cauchemar intégral, enfin je sais pas si c'est un cauchemar, mais que demain, si vous voulez, le moyen de paiement vaut plus rien, c'est-à-dire que vous payez plus de carte, vous payez plus de virement, vous payez plus rien. Par contre, en contrepartie, vous laissez l'accès à des données de consommation qui elles-mêmes vont être revendues à des distributeurs. Enfin, je sais pas si et donc le message derrière du patron du pôle de compétitivité, c'est il faut pas laisser Google s'emparer de l'ensemble des transactions commerciales de notre pays. On a une industrie qui a déposé l'essentiel des brevets, entre autres Orange, NXP, qui j'espère est dans la salle sur ces sujets-là. Aujourd'hui, l'Asie et les États-Unis sont en train de déployer des business models redoutables avec ces technologies-là. On va les voir arriver dans 6 mois ou dans 2 ans. Je peux vous dire qu'on va les voir débouler, quoi. Donc il faut urgemment qu'on investisse dans les usages. Et on reboucle sur la conversation de ce matin qu'il faut mettre beaucoup d'argent là-dessus pour aller très vite. Je crois que c'est le bon moment pour mettre des belles applis parce que quand on est dans du terminal, si on laisse le sujet des applications qui viennent enrichir le moment de l'échange au web au sens large, je crois qu'on loupe quelque chose. Je vois des villes comme Sarlat en ce moment, on fait une appli NFC touristique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on utilise un bel écran qui est dans la main du client pour lui passer de l'information quand il se promène dans Sarlat. C'est ce qu'on annonce en ce moment. Derrière, on enrichit une relation. Le fait de se dire que des acteurs veulent prendre une meilleure appropriation de ce moment de contact, parce que c'est l'enrichissement du moment de contact entre le client, qui en plus a fait un geste, qui est de dire ça m'intéresse de regarder ça ou ça m'intéresse d'acheter ceci. Je crois que ça, il ne faut pas laisser ce terrain-là vierge. Et donc c'est le bon moment, comme vous le disiez, de développer des usages autour de ces moments d'échange du NFC. C'est toutes ces démarches qu'on a à faire. Mais l'idée, enfin, ces investissements qu'il demande, enfin, il vous les demande à vous, j'imagine, d'une certaine manière. Enfin, vous êtes au centre de l'ensemble des choix qui sont faits aujourd'hui sur ces technologies. Nous, on fait cet investissement au sens où on est en train vraiment de peupler notre gamme de terminaux NFC, donc on fait notre bout du film. Il y a des systèmes à carte également qui permettent de donner de la taille critique à l'écosystème du NFC au sens large. Mais derrière, sur le volet applicatif, ce sont les marchands, les offreurs de biens matériels et immatériels qui doivent commencer à penser à la relation client NFC, au-delà simplement de c'est un moyen de paiement qui remplace la carte bleue. D'accord. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, en Corée, il y a un distributeur qui s'appelle Tesco qui permet à quelqu'un qui prend le transport en commun de faire ses courses dans le métro uniquement avec son téléphone, son contact. D'accord. Soit c'est un QR code, c'est-à-dire soit on digitalise une image, soit éventuellement on interagit avec ce qu'on appelle un tag NFC. À partir de là, dans le métro, en l'attendant, vous pouvez faire vos courses et tous les produits sont sur des affiches. Et ça fonctionne. Et en l'espace de 2 ans, Tesco est passé de 4e, je ne sais plus combien, 10e rang distributeur à 1er rang de distributeur en Corée. Uniquement avec une technologie de ce type-là. C'est considérable de faire ses courses dans le métro. Et je pense que plutôt que de perdre peut-être son temps des fois dans des grandes surfaces le week-end, c'est pas mal des fois de compléter ses achats, on va dire, dans le métro. C'est impressionnant. Commentaire sur ces éléments? Oui, c'est un exemple qui effectivement est très connu et donc effectivement qui marche. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir sur l'apport de la technologie. La question qui est derrière, c'est les marques qui sont sur l'affiche et celles qui n'y sont pas. C'est-à-dire que quand vous avez dit ça, vous avez répondu à un sujet, c'est-à-dire effectivement bénéficier de la mobilité du métro, et ce type d'achat s'y prête bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez pas totalement résolu la question de la relation client et qui fait que vous allez rester fidèle ou essayer de rendre fidèle la personne qui est passée une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois devant cette affiche. Voilà. Et donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour les marques, c'est celui-là, c'est de retrouver aussi de la puissance.
Et je pense que c'est l'enjeu qui va arriver maintenant, c'est que les marques retrouvent de la puissance et qu'on sorte donc du diktat, du prix et de la livraison. En complément de ce qu'on disait, puis un petit peu pour boucler ce que vous venez de dire à l'instant, un truc qui est important quand on va sur les médias sociaux et sur le web, les interactions sont bonnes et on crée une bonne relation qui va dans le sens du business à partir du moment où on aide les gens. Moi je trouve que cette histoire d'écran Tesco, je rentre chez moi, j'ai oublié vendredi dernier, je sais pas, le shampoing et le rasoir, je fais tac tac et voilà, je l'ai à la maison, il viendra, je ne sais comment, mais il va venir. C'est vraiment aider les gens. Je suis à un endroit et via mon mobile on me règle mon problème de code PUC ou je sais pas quoi de garantie de voiture, c'est vachement génial. Donc à partir du moment où vous aimez les gens et que vous les aidez, sincèrement vous êtes proche de la fidélisation et de l'upselling. On en est loin dans la réalité aujourd'hui. Le nombre de marques c'est facile, parce que je crois que c'est à choisir mes produits, à vraiment prendre ma décision d'achat en scénarisant bien les produits avec une vraie fiche produit qui me parle, qui n'est pas simplement descriptive, mais qui apporte de la valeur ajoutée. C'est finalement assez rare. Et ça ne demande pas beaucoup de technologie en réalité. Ça demande juste de s'en occuper. Ça demande juste d'être parfaitement conscient que c'est là que se jouera l'avenir de la marque. C'est là que c'est ce qui va créer la préférence pour cette marque. Oui, j'allais venir parce que pour rebondir sur l'affiche, c'est très bien, on l'a un peu étudié le cas. Le problème, c'est que sur l'affiche, on va prendre un produit. C'est l'affiche de Tesco en Corée, dont on parle tout à fait. Bon, vous prenez un rasoir, vous pouvez avoir le choix, Big, Gillette, la marque distributeur. Comme par hasard, sur l'affiche, c'était plutôt une marque blanche distributeur. C'est celle-là qui était achetée. Pourquoi ? Parce qu'en plus, quand vous êtes dans le métro, globalement, l'achat, vous le faites entre 1 minute et 2 minutes. Okay ? Donc, vous n'avez pas vraiment le temps de dire, tiens, finalement, Big... C'est vieux comme la grande distribution, c'est un linéaire, quoi. Voilà, bien sûr. Donc, derrière, il y a des marges arrière, il y a chacun à négocier sa place. Mais voilà, donc il va falloir retrouver cela. Il va falloir retrouver ça. Donc, l'enjeu, il va être quoi ? C'est que tout le monde va comprendre qu'il va falloir être sur l'affiche. Et donc, on va revenir effectivement à ces enjeux-là. Je redis, je pense que l'enjeu, c'est que les marques retrouvent de la puissance. Et c'est elles qui font la différence. Mais n'oublie pas la transaction, quoi. Enfin, j'ai été très interpellé par ce que vous nous dites sur... Il ne faut absolument pas qu'elles abandonnent le point ultime qu'aujourd'hui elles ont abandonné, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, elles le laissent à d'autres acteurs, à de grands acteurs bancaires, etc. Mais il faut absolument qu'elles se préoccupent aujourd'hui de qui va assurer leurs transactions et qui va récupérer l'information liée à leurs transactions. Oui, tout à fait. Et puis il faut qu'elles changent, encore une fois, même si c'est un mot pas facile, mais c'est qu'elle change de paradigme. Je vais vous prendre un autre exemple dans une collectivité. Alors on va finir là-dessus, justement, sur le client citoyen, absolument. Demain, vous arrivez à la gare de Deauville, ou hier, ou aujourd'hui, j'en sais rien. Si vous êtes venu en train, par exemple, vous ne savez pas comment vous transporter de la gare de Deauville au CID. Je veux dire. Vous avez besoin d'un taxi. Si vous avez la collectivité, met devant vous une affiche qui va vous permettre d'accéder aux moyens de transport que vous allez pouvoir choisir en fonction d'un certain nombre de contraintes, vous allez pouvoir appeler un taxi avec cette application, éventuellement pouvoir comparer les prix, faire un certain nombre de choses. Là où il peut y avoir rupture, c'est est-ce que c'est la collectivité qui va vous mettre, on va dire, l'affiche avec le service, ou est-ce qu'il y a un petit malin qui va se mettre au milieu et qui va vous permettre d'accéder à ce service, ou la compagnie de taxi, elle va être au deuxième rang de la relation client et ainsi de suite. Voilà, je vous donne un exemple, à mon avis, qui va créer beaucoup de ruptures. Donc, il y a des places à prendre pour les startups. Pardon. Ça veut dire qu'il faut que la collectivité elle-même, elle investisse, il faut que la collectivité elle-même, puisque vous êtes très sensibilisés, vous, justement, à essayer de pousser les collectivités locales à investir dans l'ensemble de ces systèmes. Oui, pour différentes raisons. Parce que d'abord, on a constaté que les collectivités investissaient d'ores et déjà, que l'État aide des collectivités à investir, et qu'en plus, ces collectivités, elles sont sous le faisceau radar des grands modèles américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un levier extrêmement puissant au niveau de la relation citoyen pour développer très vite des usages, quoi. Il y a juste un petit problème, c'est qu'il faut arriver à mettre toutes les collectivités d'accord pour rendre interopérable un certain nombre de services d'un département à un autre. On n'est pas sorti là. Là, on se verra tout à l'heure parce qu'on a un projet qui s'appelle EasyMove qui va dans ce sens-là. Ouais, absolument. Vivek Badrinath, un mot encore, on arrive au bout de ce débat. Non, je crois que sur les collectivités, sur les communes, on sent ce mouvement en ce moment. L'État a donné une impulsion avec un certain nombre de financements pour un certain nombre de villes pilotes. Je crois que les standards vont commencer à se mettre en place. C'est un bon moment pour y être. Allez, mais j'ai une magnifique question de conclusion finalement que nous envoie un de ceux qui interagissent avec nous. Moi j'ai l'impression que c'est radicalement le contraire, mais avec les réseaux sociaux, le client ne devient-il pas lui-même un produit ?
Et non, il a repris le contrôle, non? Je pense qu'il dit un petit peu ce qu'il en dit, en bien, en mal, en avant-vente, en après-vente, et ensuite il a simplement créé une interaction sur laquelle doit réagir la marque. Est-ce qu'il devient un produit? Non, je pense pas, parce que personne l'oblige à être sur les réseaux sociaux non plus. Non, surtout pas. Alors là pour le coup, surtout pas un produit. C'est un acteur. À la question, mais dictateur, hein? Vous êtes dictateur. C'est une question de savoir gérer peut-être parfois la démagogie. Et soyons clairs, parfois de savoir gérer des campagnes de dénigrement et tout. C'est ça la difficulté. Tout à l'heure que vous avez posé la question, mais qui doit finalement gérer ça et tout? Moi, je pense que c'est un nouveau métier. C'est quelqu'un qui est capable aussi de faire de la contre-opinion, d'être une sorte de médiateur, de modérateur et tout. Aujourd'hui, ce profil-là en entreprise, vous l'avez rarement. Je pense que c'est un nouveau métier, cela. Voilà. Et soyons pas naïfs, on va avoir des campagnes sur les réseaux sociaux de dénigrement. C'est un peu arrivé d'ailleurs sur certaines marques qui l'ont subi. Merci Catherine, merci messieurs, merci de votre attention.